Hello, bienvenue dans la bulle. Aujourd'hui, je t'ai concocté une petite histoire avec Il était une fois. Franchement, ça part trop bien. Tout de suite, ça te met... Ah, il était une fois quoi? Ça s'appelle Un monde immobile. Tu es prêt? C'est parti! Il était une fois un royaume peuplé d'ogres et de prêtresses. Mais ce royaume-là ne nous intéresse pas. En revanche, il était cette fois aussi une contrée mystérieuse où l'humanité côtoyait un monde peuplé de statues. La vie s'y écoulait au rythme des saisons, dictant à la nature de s'épanouir ou de se refermer. La plupart des habitants possédaient son lopin de terre et le cultivaient pour en tirer de quoi vivre. Si l'on ne pouvait qualifier leur vie de rude, elle ne s'avérait pas non plus de tout repos. Un effort soutenu, tout au long de l'année, était le prix du confort alimentaire. Néanmoins, parmi toutes les denrées habituellement connues, il s'en trouvait une qui offrait la possibilité d'améliorer son existence en dégageant beaucoup de temps libre. Il s'agissait du matériau dont étaient constituées les statues. Ces dernières, de forme humaine, apparaissaient légèrement plus grandes que la normale. Les habitants de la contrée avaient remarqué que la combustion d'un fragment de personnage prodiguait énormément d'énergie, remplaçant l'utilisation de quantités de bois. Cependant, des histoires et des légendes couraient autour de ces idoles mystérieuses. Pour certains, elles étaient sacrées, il ne fallait pas les toucher ni même s'en approcher. Pour d'autres, elles avaient toujours été là et dérangeaient leur activité. De plus, pragmatiquement, comme tous ceux qui avaient commis le sacrilège de les brûler n'avaient jamais été inquiétés de quoi que ce soit, il aurait été stupide de ne pas s'améliorer la vie un peu. Néanmoins, un tabou relativement épais enveloppait ces pratiques, car le doute persistait dans les esprits. Cela était sûrement dû au fait que les statues se déplaçaient d'elles-mêmes. Certes, extrêmement lentement, mais d'une semaine à l'autre, la figure pétrifiée avait évolué de quelques mètres. La thèse du canular avait depuis bien longtemps été évacuée. D'ailleurs, une vieille tradition orale prétendait qu'elles étaient vivantes, comme le sont les arbres. Monsieur Branchu, pourquoi le voisin Émile ne fait-il pas de réserve de bois? Vous êtes bien aimable de me garder chez vous, mais il est vrai que faire ces stocks que vous me demandez m'éreinte. Je sais, mon cher Damien, mais sans réserve, nous ne pourrons ni nous nourrir, ni nous chauffer. Le voisin passe la journée à s'amuser, et ça n'a pas l'air de lui poser grand souci. J'ai bien peur qu'il compte, cette année encore, utiliser du pétrifus comme combustible. Et n'est-ce pas là une bonne idée? En plus, grâce à Émile, la route vers le village voisin est dorénavant plus directe, car nous n'avons plus à contourner une multitude de figures. D'ailleurs, il n'y en reste plus qu'une dans ce secteur. C'est sûrement celle-là qu'il compte consumer durant cet hiver. Monsieur Branchu soupira, puis s'assit sur une souche. Eh bien, Damien, si tu as besoin de faire une pause dans ce labeur, je te propose une tâche infiniment plus reposante. Le lendemain, le jeune homme se tenait assis devant la dernière statue. « Est-ce que c'est une punition ?» pensait-il. « Rester planté là, toute la journée, avec ce tableau à la main, des fois je ne comprends pas où il va en venir. Sa seule consigne, me tenir devant la figure, ne pas bouger. La journée va être longue. Monsieur Branchu m'a dit que pour le dernier jour, il viendrait avec moi. C'est vrai qu'il est bizarre parfois. Pas étonnant que certains le prennent pour un fou. » Pour la première fois, Damien prit vraiment le temps de scruter chaque élément du personnage. La qualité du l'ouvrage lui apparut soudain criante. Chaque détail s'y trouvait représenté, sculpté, de manière à ce qu'une illusion de mouvement s'opère. Étrangement même, la beauté de la femme ainsi sculptée l'émut intensément. C'est fou ce travail, et personne n'a jamais percé le secret de la conception de ces choses. Ce visage, ces traits si fins. Et pourquoi diantre l'avoir façonné dans une telle expression d'affolement? Le lendemain, Monsieur Branchu renvoya son jeune protégé au même endroit avec une planche différente. Cette scène se répéta toute la semaine durant. Malheureusement, l'avant-dernier jour, le jeune homme laissa tomber sa tâche ennuyeuse et en profita pour aller s'amuser avec des amis. Pourquoi est-ce malheureux, me direz-vous?
bien voilà. Il était une fois, dans cette même contrée mystérieuse, en un autre temps cependant. Les plaines s'y trouvaient lisses et sobres, sans la moindre statue. Seule la vie paysanne battait son plein. Comme toute autre peuplade d'un environnement fertile et boisé, la vie s'y écoulait au rythme des saisons. La seule particularité notable tenait en une croyance locale, une religion concise qui stipulait qu'il fallait être juste et bon, avec tout ce qui vit, que telle était la clé pour lever la malédiction. D'ailleurs, ces mêmes mots se trouvaient inscrits sur un immense monolithe de granit, dressé sur le sommet de la colline qui dominait les environs. En réalité, ce monde possédait également une autre particularité. Les animaux n'existaient pas, et tous les végétaux se voyaient animés. Bien sûr, pour la plupart, ils ne se déplaçaient que peu, liés au lieu par leurs racines. Cependant, ils s'agitaient frénétiquement, de feuilles qui claquent en branches qui plient, qui courbent, qui dansent. Ici, les plantes apparaissaient comme des animaux enracinés. En raison de ce débordement de vitalité, les habitants avaient quelques scrupules à les couper afin de construire leurs habitations. Ils se tournaient préférentiellement vers la pierre pour concevoir leurs outils ainsi que leurs demeures. Par un procédé simple et parfaitement maîtrisé, ils parvenaient même à se chauffer avec la roche. Tous les éléments se retrouvaient réunis pour que ce peuple vive une vie paisible. Cependant, depuis quelque temps, des événements avaient brisé l'harmonie de cette petite société. En effet, cela avait débuté avec M. Punot. Les derniers témoins l'avaient aperçu se dirigeant en direction du village Mirage. Ensuite, disait-on, il sembla s'être littéralement volatilisé. Certains accusèrent les chimères. Ce sont les esprits de la nature qui se vengent du sacrilège commis par nos parents et leur maudite technologie, entendait-on. Les rumeurs et les théories s'étaient répandues comme une traînée de feu dans un champ de paille en juillet. Et puis, pareil à une vague qui passe, l'effervescence et la paranoïa avaient coulé pour laisser le flot de la vie reprendre son cours. Néanmoins, chacun sait que lors d'un séisme, des répétitions sont à prévoir. Et quand, quelques semaines plus tard, Madame Orvie disparut tout aussi subitement, la panique reprit de plus belle. Le malheur était survenu dans les mêmes conditions que M. Punot. Elle s'était rapprochée du village Mirage et soudain s'était évanouie sans laisser la moindre trace. Les habitants de la région se rassemblèrent pour discuter du problème. Il y avait bien un nouvel habitant sur qui les soupçons ont convergé quelque peu. Les étrangers ont toujours ce magnétisme à malheur dans l'esprit des immobiles. Mais heureusement pour celui-là, la majorité des opinions pencha pour une autre théorie. Les chimères, ce sont les chimères. Les anciens nous ont mis en garde, nous ne devons pas nous rapprocher du village Mirage. Qui croit encore à ces contes de fées? C'est vrai, M. Punot et Mme Orvie n'y croyaient pas, effectivement. Baliverne, tu ne peux pas nier avoir vu, au moins une fois dans ta vie, ces fameuses chimères. Du coin de l'œil, comme une image rémanente qui disparaît aussitôt qu'elle apparaît. Tu ne peux le nier. Nous en avons tous vu. Et quand bien même, cela a toujours existé, pourtant les disparitions sont récentes. Nous n'avons pas respecté les préceptes inscrits sur le mégalithe. Souleva tout à coup une jeune femme. Croyez-vous que nous ignorons que certains d'entre vous ont commencé à décimer des plantes animées pour leur confort personnel? Un silence lourd de culpabilité descendit sur l'assemblée. Ce n'est pas compliqué, tout est inscrit sur la stèle. Elle prit soudain une voix plus solennelle. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour vivre décemment, nous pouvons le trouver sans exploiter les végétaux animés. S'il s'avérait nécessaire d'ôter la vie d'une de ces créatures, ce devrait être fait dans le plus grand des respects. J'ai l'impression que cette sagesse glisse peu à peu de nos mémoires. Ne répétons pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Lorsque l'assemblée se dissipa, chacun rentra chez soi, invité à un examen de conscience. Pendant un moment, il est vrai que concernant les végétaux animés, une considération renouvelée reconquit les regards des habitants. Cependant, un vernis de surface, mélange de crainte et de superstition, ne parvient pas à endiguer les élans égoïstes de la nature humaine. Et, pareil à une fumée noire qui s'insinue par tous les interstices, dans toutes les failles, l'inconséquence reprit sa place dans la plupart des habitants des plaines. Ce jour-là, Olvia, messagère de sa fonction, ramenait joyeusement quelques lettres du village voisin. Tout à coup, en levant les yeux sur les alentours de la minuscule cité, elle se pétrifia. La peur la saisit aux tripes,
alors que son regard balaya les places, les rues, les habitations vides. Des paniers tombaient sur le sol, des casseroles en train de cuire, des fours qui rougissaient le métal à forger. Ce silence insoutenable. Son cœur s'emballa, les fins traits de son visage se tordirent, son souffle s'enraya. Mon Dieu, ils ont tous disparu. À cet instant, une chimère d'une netteté impressionnante apparut devant elle. Le mirage perdura assez longtemps pour qu'elle reconnût les traits d'un jeune homme. Celui-ci soutenait un panneau sur lequel elle put lire « Si tu veux vivre et te libérer de la malédiction. » La phrase s'arrêtait là. La pauvre Olvia baignait dans une confusion intense, loin de tout indice lui permettant de comprendre. Soudain, une autre image rémanente claqua devant elle. Il s'agissait du même jeune homme qui tenait encore le même panneau, cependant la phrase avait changé. Répète cette incantation à haute voix. À peine eut-elle le temps de déchiffrer ces quelques mots que la chimère s'évanouit. La jeune femme déglutit bruyamment. Tout d'un coup, le jeune homme réapparut. L'échelle du temps m'a enseigné. Il disparut à nouveau. Alors les mirages s'enchaînèrent, identiques. Seul le message changea. Je reconnais maintenant la vie au-delà de l'immobilité. Et je fais le serment de respecter cette vie sous... Olvia, oscillant entre l'inspiration et la sidération, répétait à haute voix, mais la dernière phrase s'arrêtait en son milieu. La fin ne venait pas. Jusqu'ici, les apparitions successives de chimères avaient été aussi nettes que rythmées, mais là, plus rien. Un village entier venait de disparaître. Elle serait la suivante. En ce même royaume, en un autre temps, Damien avait failli à sa tâche. Au lieu de tenir le panneau que lui avait confié son père adoptif, M. Branchu, il était parti s'amuser. Émile, le voisin avide, quant à lui, n'avait pas oublié qu'il était temps de faire des réserves pour l'hiver. Muni d'une hache, d'une scie rouillée, d'un burin et d'un marteau, il se dirigeait d'un pas décidé vers la dernière statue. Une ressource si facile d'accès que cette belle et voluptueuse statue, dont l'expression affolée collait trait pour trait avec celle d'Olvia. Elle demeurait immobile et vulnérable, dégageant une puissante vitalité. Ses yeux figés semblaient fouiller les environs du regard. Émile posa son bardin au pied de la statue et se saisit de la hache. Tiens, qu'est-ce que ce truc fout là ? Le bonhomme regardait le dernier panneau que Damien avait, par acquis de conscience, calé en évidence contre un arbre à quelques mètres de là. Toutes ces formes, que la malédiction se lève, qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Encore un coup de ce vieux fou. Alors bon, s'il veut continuer à trimer comme un pécor, c'est son problème. Le respect des traditions ne le rendra pas riche. Émile brandit la lourde hache au-dessus de sa tête et l'abattit d'un coup sec et net dans la nuque du personnage. Lorsque l'acier heurta le pétrifus, une voix féminine se fit entendre. L'échelle du temps m'a enseigné. Je reconnais maintenant la vie au-delà de l'immobilité et fais le serment de respecter cette vie sous toutes ses formes. Que la malédiction se lève. Olvia sursauta. Un inconnu brandissait une hache pour la décapiter. La terreur la pétrifia quelques secondes. Puis, comme rien ne se passa, elle recula. En face d'elle, une statue, pétrifiée en plein élan. « Impossible !» s'écria une voix derrière elle. « C'est elle ! C'est la femme de la statue ! Elle est devenue vivante !» Monsieur Branchu rigola doucement. Damien était devenu blanc comme la neige. Elle a toujours été vivante. « Et vous ? Vous êtes la chimère au panneau ?» dit-elle en pointant le jeune homme livide. C'est Monsieur Branchu qui répondit. « Bienvenue, mademoiselle. Vous venez de briser la malédiction. » Dans la tête d'Olvia régnait une pagaille fabuleuse. Ce que lui montraient ses yeux ne correspondait en rien à ce qu'il aurait dû lui montrer. Cette statue devant elle, ces arbres qui ne bougeaient plus, cette chimère qui venait de lui parler et qui ne disparaissait pas. J'ai conscience que cela doit être déroutant. Mademoiselle, vous êtes revenue dans l'espace-temps de l'humanité. Il y a bien longtemps, votre peuple en a été banni pour avoir massacré la nature. En quelque sorte, vous avez été ralenti.
extrêmement ralenti. Pour vous, lorsqu'une journée passe, ici s'écoule 1 an, peut-être 2. Pour nous, vous êtes semblable à cette statue, immobile et inerte. Puisque votre peuple s'est permis les pires monstruosités envers le règne végétal notamment, pour la seule raison que celui-ci ne criait pas, ne bougeait pas et ne répliquait pas, vous avez été contraints à subir le même sort. Et cela, jusqu'à ce que vous compreniez intimement que le vivant n'est pas affaire de cris, de mouvements ou de sanglots, mais qu'il est affaire de lumière intérieure. Vous avez su vous montrer digne, ma chère. Bienvenue parmi nous.